Pourquoi l'écologie perd toujours. Donc Clément développe une critique très forte d'une écologie dépolitisée, réduite aux petits gestes individuels, à la communication institutionnelle et aux symboles sans impact réel, mais il le développera bien mieux que moi. Avec nous également Mathilde, ici, en tant que citoyenne non encartée, mais passionnée des livres et aussi très engagée pour les questions de justice sociale et climatique. Merci beaucoup Mathilde, donc, qui sera là pour animer les échanges aussi avec Clément autour de son ouvrage. Et aussi Luc Colpart, voilà, enseignant en histoire géo, qui est aussi colistier de Union pour Quimper solidaire et populaire, et également ici au titre de référent au groupe de travail qu'on a pour ces élections sur la planification écologique et la règle verte communale, et qui voilà, prendra la suite des échanges pour articuler avec l'enjeu local. Bonsoir. Donc, si nous avons invité ce soir Clément Sénéchal, ce n'est pas pour parler d'écologie hors sol. C'est parce que ce qu'il écrit résonne très, très fortement avec ce que nous vivons ici. Une ville transformée en vitrine, en marque, lancée comme dans une compétition permanente pour être la plus jolie, la mieux classée, la plus désirable, à coups de slogans comme Quimper ensemble, vivre Quimper ou aimer Quimper, comme si la ville était un beau produit à consommer. Nous ne voulons pas nous ne voulons pas vivre ou aimer Quimper, nous voulons bien vivre à Quimper, dignement pour tous et toutes, et non habiter une belle ville bien gentrifiée. Et c'est pour ça que je passe la parole à Mathilde, qui va prendre la suite. Merci. Clément Sénéchal, nous vous accueillons donc aujourd'hui pour un échange autour du propos de votre livre que vous avez écrit après votre expérience de porte-parole et chargé de campagne dans une grande ONG environnementale. Après vos études de philosophie et de sociologie, c'est en effet dans le plaidoyer environnemental que vous pensiez, il y a 10 ans de cela, offrir un débouché effectif à votre jeunesse militante. Ce livre en est l'écho acéré des désillusions. L'idée de l'écrire vous est venue depuis ce qu'il s'agit de sauver, et il se structure autour de ce qu'il s'agit de renverser. En effet, dès les ravages socio-environnementaux par lesquels vous introduisez votre propos, jusqu'aux pistes concrètes sur lesquelles vous le refermez, ou plutôt lui offrez une ouverture, vous nommez ce qui cause fondamentalement les insécurités socio-économiques, la violence des conditions de vie, et ce qui rend ces dernières punitives. Il s'agit, bien sûr, du capitalisme. Un capitalisme dont semble pourtant s'accommoder l'environnementalisme et l'écologie politique dont vous articulez les évolutions et connivences depuis l'aube des années 70. Vous montrez sans phare que ce que vous désignez par l'écologie du spectacle, et nous y reviendrons plus en détail, s'accommode de ce système, pourtant en contradiction plurielle avec l'écologie, plutôt que de viser à sa rupture par une écologie de la confrontation qui ne flotte pas au-dessus des clivages et de la réalité socio-économique, une écologie du courage. Ainsi, à la lecture de ce livre intitulé « Pourquoi l'écologie perd toujours ?», on en vient à se demander ce que ceux qui incarnent l'écologie dominante ont peur de perdre. Alors qu'il s'agit ici de la perte de l'habitabilité de notre espace commun, mais tous ses membres ne sont pas impactés de la même manière. La critique, flirtant avec le cynisme que vous faites de l'écologie portée par les institutions ou la société civile organisée, pourrait nous laisser impuissants et impuissantes. Mais par votre déroulé théorique et pratique, vous rappelez que la fabrique de cette impuissance vient surtout de ce qu'il s'agit de combattre. L'environnementalisme déconnecté et privilégié, le capitalisme qui divise, déshumanise et exploite. On en ressort donc moins abattu que combattants et combattantes. On peut commencer donc cet échange par poser les termes ce soir, et dans votre livre, de quelle écologie, peut-être de quelle écologie au pluriel parle-t-on, quelle écologie perd à la faveur de quelle écologie, dont vous nous éclairez de manière historique et stratégique les articulations depuis les années 70. Merci. Vous auriez pu continuer, vous en parlez presque mieux que moi de ce livre. Merci pour la qualité des introductions, merci pour l'invitation et merci à toutes et tous de venir nous écouter ce soir. C'est important d'avoir des moments de sociabilité politique et de réflexion critique tous ensemble, surtout vu le contexte général. Pour revenir rapidement sur ce livre, peut-être
peut-être revenir sur les jalons qui ont présidé à sa réalisation et qui ont structuré sa démarche. C'est que moi, effectivement, j'ai été pendant plusieurs années chargé de campagne en fait chez Greenpeace France, qui est une grosse ONG environnementale internationale. J'imagine que tout le monde ici en a plus ou moins entendu parler. J'ai été chargé de campagne, donc c'est pas un poste hiérarchique, mais c'est un poste qui est très central dans l'organisation, puisque j'étais en charge de regrouper, de produire l'expertise sur différents sujets. Moi, ça a d'abord été la déforestation, puis la question climatique. On est aussi en charge de déterminer certaines tactiques de campagne dans un cadre stratégique qui est très normé et qui est décidé par la direction, mais on a quand même l'attitude là-dessus. Et surtout, on fait du travail de représentation, c'est-à-dire qu'on sert d'interface avec les milieux de pouvoir, politiques, économiques, et la pratique du plaidoyer, ça veut dire rencontrer notamment le législateur, quel que soit son bord politique, pour prétendument faire évoluer la législation, mais ça veut dire aussi porter la parole de l'organisation dans nos amis les médias. Et donc, ce qui s'est produit, c'est que j'ai quand même eu, déjà j'étais en lutte interne assez permanente, parce que moi mon agenda c'était quand même, je faisais un peu du trotskisme freelance, hein, c'est-à-dire que j'ai essayé au sein de Greenpeace de politiser la question environnementale et de la faire sortir de sa naïveté ancestrale, ce qui m'a valu des épisodes compliqués en interne et les foudres de la direction installée, où c'est quand même un personnel qui est tout acquis à l'environnementalisme, ce que moi j'appelle l'écologie bourgeoise ou l'écologie dominante ou l'écologie du spectacle, mais je vais y venir rapidement. Et donc en 2022, on a quand même une élection présidentielle qui se précise, on a quand même passé 5 ans à instruire le procès en inaction climatique d'Emmanuel Macron, on a même gagné au tribunal administratif sur ce sujet, on a construit des belles alliances syndicales avec la CGT notamment. Et pour autant, on décide de rester parfaitement atone, hein, gentiment ataraxique, gentiment éloigné de la controverse électorale. C'est même le moment où les rapports du GIEC, il y a un nouveau cycle de rapports du GIEC qui tombe, hein, qui nous disent que dans les 5-10 ans, c'est maintenant que ça se joue pour tenir le budget carbone et l'objectif de l'accord de Paris. Et pourtant, on reste en retrait. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de thématiser le fait que l'élection ou le vote, ça peut quand même être un levier pour faire évoluer les choses et le rapport de force, ce qui est quand même assez particulier, parce qu'on est par ailleurs une association non violente, donc toutes les stratégies insurrectionnelles et révolutionnaires n'ont pas le droit de citer à Greenpeace, mais on trouve quand même que mettre un bulletin de vote dans l'urne, c'est trop politique et c'est trop engageant. Donc on n'a pas été capable de thématiser le vote. Évidemment, on n'a pas pris parti pour ce qui était le vote utile à l'époque, c'est-à-dire la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Il n'y avait pas besoin d'être mélenchoniste particulièrement pour comprendre que s'il y avait une voie de passage vers les institutions exécutives, c'était autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon, évidemment. Mais non, on n'a pas fait ça. Moi, par exemple, on me forçait à chaque fois que je faisais du commentaire politique de mettre Jadot et Mélenchon au même niveau. Je ne pouvais pas parler de Mélenchon sans parler de Jadot dans le tweet d'après, par exemple. On truquait un petit peu les classements des programmes pour faire en sorte que Mélenchon il soit pas trop, mais qu'il soit bien au même niveau que Yannick Jadot, etc. Donc, il fallait rester à partisan. Et donc, en fait, apolitique et regarder le train passer. Et au final, on a Mélenchon, je le rappelle, mais j'imagine que tout le monde le sait ici, qui était à 400 000 voix près. Hein, et derrière, c'est 5 ans supplémentaires de macronisme, d'extrême droitisation, de recul de l'agenda environnemental, ce qu'on appelle aujourd'hui un peu pompeusement le backlash écologique, qui est juste la continuité des politiques capitalistes qui ont toujours formé le programme du bloc bourgeois et de leur figure tutélaire, Emmanuel Macron. Il y a un problème avec le... Non ? Voilà, et donc c'était un moment de désillusion assez fort pour moi. Par ailleurs, moi, je viens des Alpes, et j'ai grandi dans les Alpes, dans le massif du Mont Blanc. Et c'est le moment où là, il s'est passé une sorte de cassure subjective, un événement plus subjectif, où je suis retourné me promener vers la mer de glace, qui est entre les Grandes Jorasses, l'Aiguille du Midi, qui est un grand glacier. Et quand je suis arrivé sur place, en surplomb, en fait, c'était un site que j'avais évité vraiment mes dernières années, alors que j'adore randonner dans les Alpes. Souvent, je le fais tout seul pour méditer un peu.
Et bizarrement, j'avais toujours évité de retourner sur ce site, et là, j'y suis retourné. Et en fait, il restait un tas de gravats, quoi. C'était saisissant, c'était désastreux, et dans l'épaisseur de la glace manquante, il y avait l'épaisseur en fait des renoncements politiques, et c'est là où je me suis interrogé sur mon rôle de militant professionnel, soigné, bien traité, bien nourri, pris dans des mondanités privilégiées, en me disant que bon, tout ça, c'était quand même très loin d'être à la hauteur des engagements que j'affichais publiquement ou pour ma propre conscience. Et donc j'ai essayé de comprendre d'où venaient ces tendances à la dépolitisation qui désarment en permanence la critique et le militantisme écologique. Et c'est là que j'ai entrepris En fait, j'avais l'impression qu'à Greenpeace, et en fait, dans le champ environnemental installé, quand on est chargé de campagne à Greenpeace, on a une vue assez panoramique de tout ce qui fait dans ce champ sociologique, dans ce champ social particulier, hein, où c'est vraiment un entre-soi parisien, l'écologie admise, qui a ses accès dans les ministères, qui est accrédité, agrémenté. Et je me suis demandé, mais d'où venaient en fait ces tendances à la dépolitisation, et j'ai commencé à entreprendre un travail historiographique et sociologique aussi pour essayer de les systématiser en fait, pour réussir à les saisir, à mettre des mots dessus, à comprendre comment elles fonctionnaient. Et donc, je suis revenu, notamment, j'ai fouillé un petit peu dans les origines de Greenpeace. Alors, je ne vais pas faire trop long là-dessus, mais j'ai quand même découvert des choses assez fascinantes. C'est-à-dire qu'il y a une légende en interne qui est que Greenpeace aurait en quelque sorte inventé la désobéissance civile non violente dans le champ environnemental. Et notamment, on nous parle toujours de la première campagne de Greenpeace contre les essais nucléaires. Alors, on est au début des années 70. Nixon, aux États-Unis, vient de se faire élire et projette de renforcer le programme nucléaire. On est en pleine guerre froide. Donc, évidemment, il y a une course aux armements. Et il programme des essais nucléaires à Amchitka, en mer de Bering, au fin fond de l'Alaska. Et donc là, il y a des protestations étudiantes, il y a des mobilisations massives, notamment au Canada, où là, c'est Trudeau père qui gouverne, donc qui est plutôt dans une obédience libérale, c'est-à-dire progressiste dans le vocabulaire nord-américain, et qui est plutôt opposé à Nixon. Donc c'est un peu un havre pour tous les contestataires de tout poil de la planète qui se retrouvent là-bas, et où on a des mobilisations qui commencent à être un peu intersectionnelles, qui sont à la fois environnementalistes, à la fois pacifistes, féministes aussi en partie. Mais là, on a un groupe de mecs, en l'occurrence, qui décident que ça suffit pas, les mobilisations traditionnelles, et qu'il faut faire des choses qui soient plus spectaculaires. Et on est aussi au moment où se développent les masses médias, où on parle de village global, on parle de la noosphère aussi, qui est un concept en vogue à ce moment-là. Et donc, eux, leur idée, c'est de dire, on va se mettre en scène en montant dans un petit bateau de pêche, et on va aller s'interposer physiquement sur la zone des essais nucléaires pour les empêcher, quoi. Bon, alors l'équipage, déjà, c'est intéressant parce que la composition de l'équipage, en fait, je me suis aperçu que c'était que des professionnels du discours, c'est-à-dire des communicants professionnels, des gens qui étaient dans les relations presse, ou bien des universitaires, ou alors des journalistes mainstream. C'est que des mâles blancs, grosso modo, qui sont bien insérés dans la société et dans le système. Ils partent, et à un moment donné, il y a diverses péripéties qui prennent bien soin de relayer, parce que c'est vraiment un dispositif médiatique, où tout le monde a des relais médiatiques à nourrir jour après jour, et vraiment ils comptent, ils font la narration et le récit de leurs exploits. Et à un moment donné, ils arrivent déjà, ils sont arraisonnés à un moment donné par l'armée américaine, mais tout l'équipage prend fait et cause pour eux et leur dit « Vous avez qu'à continuer, honnêtement, il va rien se passer, machin ». Alors que l'ordre officiel, c'est simplement d'aller leur faire payer des droits de douane parce qu'ils ont quitté les eaux internationales et ils sont rentrés sans autorisation dans les eaux américaines. Bon, là, au lieu de faire de la désobéissance civile, déjà, ils décident, OK, on fait un petit peu demi-tour, on va au poste frontière pour régler les frais de douane. Mais là a lieu une discussion qui est intéressante et qui sonne un petit peu l'équipage en deux, et qui est, est-ce que vraiment on a besoin de repartir pour Amchitka, alors que finalement tous les médias
ont déjà couvert notre campagne et tous les médias ont déjà parlé de nous et rendu notre cause célèbre. Et donc, il y a une partie de l'équipage qui dit, bah oui, il faut y aller, c'est la mission, on a besoin d'empêcher les essais nucléaires, et il y a besoin de donner un contenu concret à notre expédition. Et il y a toute une autre partie qui dit, non, ça sert plus à rien, maintenant l'objectif est rempli, la victoire, elle est d'abord médiatique, et c'est ça qui compte. Et donc, je découvre sidéré, dans les écrits autobiographiques de toute cette bande-là, qu'en fait, ils font demi-tour. Ils tournent le dos à la cible, ils abandonnent l'objectif de leur campagne. La figure tutélaire de l'époque, qui est Robert Hunter, d'ailleurs, dans ses écrits, nourrit une forme de dégoût, c'est-à-dire qu'à la fois, il a conscience qu'il est en train de déserter le combat, la ligne de front, et par ailleurs, ils sont vraiment accueillis comme des héros sur le chemin du retour vers le Canada, pardon. Lapsus révélateur, vers le Canada. Et donc, quand les essais nucléaires ont lieu, eh bien, ils sont tranquillement chez eux en train de boire des bières à Vancouver, et le bateau est à bon port. Et donc, c'est là que naît, en fait, à mon avis, l'écologie du spectacle, parce qu'au lieu de se dire, bon, bah, on a foiré le truc, les essais nucléaires ont lieu, le programme nucléaire continue, enfin, c'est vraiment un échec opérationnel, politique, même médiatique au final, parce que les médias couvrent favorablement les essais nucléaires qui ont lieu à ce moment-là. Au lieu de se dire c'est un échec, bon, on n'a peut-être pas trouvé la bonne formule, ils se disent non, c'est bien, parce que avec les capitaux médiatiques viennent les capitaux économiques. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui leur donnent de l'argent. Les capitaux médiatiques sont aussi des capitaux symboliques. Et donc, à partir de là, ils décident de, en fait, lancer ce qui servira de base au modèle ONG moderne, à savoir Greenpeace, et ils partent sur une deuxième campagne qui est sur la chasse à la baleine, donc il n'y a rien à voir avec les essais nucléaires. Mais comme la baleine, c'est plus racoleur, parce que c'est un animal qui suscite de l'empathie, parce qu'il a un cerveau qui ressemble un petit peu à celui de l'être humain, etc. Bon, ouais. Je raconte pas sa deuxième campagne, c'est des choses qui sont dans le livre, mais à mon avis, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que la médiatisation, en fait, devient une fin en soi, et cesse d'être un outil ou un levier ou un moyen de la lutte en tant que tel. Et ça génère deux choses. La première, c'est une déréalisation, en fait, de l'engagement et de l'engagement militant, une falsification en quelque sorte de la réalité, et une espèce de dichotomie entre des acteurs qui se mettent en scène et des masses qui sont en fait relayées au rang de spectateurs et de donateurs. Et donc on invente en quelque sorte le militantisme par procuration, qui va très bien aux classes bourgeoises, parce que les classes bourgeoises, ça leur va donner un peu d'argent pour la bonne cause, mais sans évidemment prendre les risques militants. Et donc c'est comme ça que Greenpeace naît, et de ce que j'appelle moi l'écologie du spectacle. Alors l'écologie du spectacle, j'ai pratiqué ça en fait à Greenpeace longtemps, et il y a plusieurs déclinaisons. La première, c'est évidemment le happening récréatif, en quelque sorte, ou le concours de banderolisme, où on va fixer la plus grande banderole à un moment donné sur un bâtiment ou sur une usine. En fait, c'est beaucoup plus l'image que le blocage qu'on cherche, hein. D'ailleurs, dans le vocabulaire interne de Greenpeace, ça s'appelle des photo-opportunities, ces fameuses actions de désobéissance civile, des photo-op, c'est-à-dire des opportunités de faire des photos. Ce qu'on va chercher, c'est d'abord des images, avec des journalistes, avec des photographes professionnels, avec des activistes qui sont suréquipés, qui sont surentraînés, qui ont strictement rien à voir avec les citoyens lambda. Il n'y a pas de présence, il n'y a pas de présence massive sur ces lieux-là. En fait, tout est vraiment mis en scène. Et d'ailleurs, dans le design, dans ce qu'on appelle le design des actions, au moment où on décide un peu de la chorégraphie de ce qui va se passer, on a un service créa qui est ultra présent, un service communication qui est ultra présent, qui nous font des simulations, qui nous disent « Ah bah si on met la banderole là, ça fera tel effet pour la presse, et machin, c'est mieux, etc. etc. » Donc le but, c'est pas du tout de perturber de manière pérenne un site polluant, par exemple. C'est juste de montrer qu'on est là, on met un petit message, on y met une petite banderole. Derrière, ça permet de monétiser auprès des adhérents et de leur faire croire qu'il y a une prise en scène réelle des dommages environnementaux, etc. Donc ça, c'est assez clair. Une autre occurrence, c'est de l'écologie du spectacle. Donc c'est ce que j'appelle, enfin c'est
le verdissement du discours de la marchandise à travers des labels et des certifications bidons qui ont été négociés pendant des années et des années entre ONG et multinationales, à travers les engagements volontaires et ce genre de trucs, et ce qu'on appelle à Greenpeace du corporate campaigning. En fait, on va un petit peu abîmer l'image d'une entreprise, après on va aller négocier avec elle, et puis pour afficher une victoire, l'entreprise va nous dire « Ah, bah, je prends tel et tel engagement », et du coup, derrière, on applaudit, et on considère que le problème environnemental est réglé, alors qu'évidemment, tout ça, c'est bidon. Après, on passe des années à courir après l'entreprise, à montrer qu'en fait, elle ne respecte pas ses engagements, parce qu'évidemment, la société civile, même les grosses ONG, n'ont pas les pouvoirs répressifs et régaliens pour encadrer la pratique des multinationales. Et ce qui a d'ailleurs amené les ONG, en fait, à valoriser le pouvoir normatif des multinationales. C'est-à-dire que les multinationales, pendant un moment, elles ont contesté à l'État le pouvoir de dicter des normes sur leurs pratiques économiques. Et là, grâce à la société civile, elles sont même érigées elles-mêmes en pourvoyeuses de normes, et en disant, bah, c'est nous qui prenons en charge l'environnement, en respectant tel et tel cahier des charges dans notre chaîne d'approvisionnement, etc. Ce qui est en fait le stade un peu ultime du néolibéralisme. Donc c'est ça, c'est aussi le fait de grenouiller en permanence dans tout le folklore spectaculaire mis en place par le pouvoir. Donc c'est les One Planet, il y en a eu plein sous Macron, hein, c'était les One Planet Summit, c'était le grand débat, c'était les états généraux de l'alimentation, c'est le conseil de défense écologique, c'est en partie les COP qui sont aujourd'hui devenus de grandes foires commerciales, ça a été la Convention citoyenne pour le climat, évidemment. Donc on va jouer ce jeu-là, c'était le Grenelle de l'environnement en 2007. Le Grenelle de l'environnement, c'était quand même magique, ça a été inspiré à Nicolas Sarkozy par un obscur écolo à l'époque, et qui s'est quand même dit, ah bah grâce à Nicolas Sarkozy, c'est sûr qu'on va engager la transition écologique en France, hein. La droite dure va faire de l'écologie, va amener le pays dans le champ environnemental. Et donc là, il y avait donc le Grenelle, et il y avait toutes les huiles de l'époque. Il y avait Nicolas Hulot qui était là, qui disait ah c'est bravo le Grenelle, on y croit et tout, on est à fond. Il y avait Yannick Jadot. Yannick Jadot, il était directeur des programmes de Greenpeace à l'époque. Ils étaient devant les caméras, ils disaient ouais là il se passe quelque chose et tout, c'est une première, c'est historique et tout ça. Il y avait Arnaud Gossement qui dirigeait la FNE à l'époque. Donc toutes les huiles étaient là, et évidemment rien n'est sorti de ce Grenelle de l'environnement, à part éventuellement des corridors verts. Donc c'est les petits ponts au-dessus des autoroutes là qui permettent. Je me suis demandé longtemps ce que c'était que ces trucs. En fait, en travaillant sur le Grenelle de l'environnement, j'ai compris que c'était qui permettaient aux biches et aux trucs comme ça de passer d'un bout de forêt à un autre. Donc voilà, c'est ça, et ça continue, et ça continue, et ça continue. Ou c'est évidemment le fait d'aller servir de ministre ornemental dans les gouvernements adverses. Alors là, les Verts sont évidemment spécialistes. C'est-à-dire que les Verts, c'est quand même un incubateur de carrière pour des gens qui n'ont pas le temps pour la lutte des classes, et donc ils se retrouvent évidemment à gouverner avec leurs propres adversaires régulièrement. Et donc là, alors là sous Macron, c'était un festival, donc évidemment Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, quand il en a eu marre de se mentir à lui-même et de nous mentir, il s'est barré. Derrière, il y avait qui? Il y avait François de Rugy, un ancien dirigeant des Verts. Quand il s'est fait pincer sur les homards de Rugy, bah derrière, il y avait qui? Il y avait Barbara Pompili, ancienne dirigeante des Verts. Pompili, son premier acte législatif, ça a été de réintroduire les néonicotinoïdes par des dérogations, c'est-à-dire de défaire la loi qu'elle avait elle-même portée sous François Hollande en 2016. C'est-à-dire que Macron a quand même réussi quand même à dézinguer l'écologie grâce à des écologistes en mouillant des écologistes en mouillant des écologistes, quoi. Donc après, donc voilà. Il y avait évidemment Pascal Canfin, notre ancien dirigeant des Verts, ancien président du WWF, qui est devenu l'homme lige de Macron à Bruxelles. Il y a Yann Verling, alors lui c'est pareil, c'est un ancien dirigeant écolo qui est devenu ambassadeur à l'environnement sous Macron. Plus récemment, on a Augustin Augier, qui était l'ancien bras droit de Marine Tondelier jusqu'à l'année dernière, qui est devenu le chef du
SGPE, je crois, du secrétariat général à la planification écologique, parce que Macron fait de la planification écologique, au cas où vous ne le sauriez pas. Et on a une nouvelle ministre de l'Environnement, qui est Monique Barbu, qui est donc l'ancienne présidente du WWF. Si là vraiment, il se passe quelque chose avec Macron, c'est le moment d'aller porter mes dossiers à l'hôtel Roquelaure. Donc c'est ça, et une dernière occurrence assez prégnante aussi, qui est le fait de considérer les journalistes comme des vaches sacrées en permanence. Alors moi, par exemple, à Greenpeace, c'était interdit, j'avais pas le droit de contester un journaliste. C'est-à-dire, j'avais pas le droit d'entrer dans une controverse ou de tenir la dragée haute aux journalistes, y compris aux gens comme Emmanuel Ducrot, enfin toutes les purges de la presse d'extrême droite. On n'avait pas le droit de mal leur parler parce que les journalistes sont des gatekeepers, enfin, ont des rampes d'accès à l'espace public, et donc on n'a pas le droit de se mettre mal avec eux. Mais on le voit aussi avec la manière dont les écolos patentés, en l'occurrence Marine Tondelier, j'ai rien contre elle, mais comme on ne voit plus qu'elle dans le débat public à la tête du parti des écolos, et enfin, tous les autres ont disparu. Marine Tondelier, sa pratique médiatique, elle est quand même assez particulière, c'est qu'elle est vraiment dans un jeu, si on compare par exemple avec le porte-parole insoumis, elle est vraiment dans un jeu de connivence générale à chaque fois avec les journalistes, dans un jeu où elle va raconter la petite anecdote, la petite blagounette, et elle est jamais dans la confrontation réelle avec les journalistes. Donc, quand même, une grande partie sont des rouages du système capitaliste, évidemment. Voilà, et tout ça, c'est ce que j'appelle l'écologie du spectacle, et au cœur de... Je continue un petit peu? Non. Ça va? Bah oui, non mais oui. Très bien. Moi, je continue. Après, mon temps perso va bientôt, mais ça c'est très bien. Je continue, du coup. Continue le spectacle. Au cœur de l'écologie du spectacle, il y a le fameux paradigme de la sensibilisation. Alors voilà, dans le champ environnemental, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de sensibiliser. On sensibilise les gens à ça. Et donc la sensibilisation, malheureusement, et ça peut paraître contre-intuitif, mais en fait c'est antithétique avec l'impératif de politisation. Pourquoi? Parce que quand on veut sensibiliser, ce qui se développe naturellement derrière, c'est un espèce de réflexe consensualiste où on essaye d'aller toucher, parler à le plus grand nombre de personnes possible. Et donc, on est amené mécaniquement à expurger du discours toute forme d'aspérité, toute forme de conflictualité, toute forme de controverse ou de contradiction. Et donc, on arrive très rapidement à invisibiliser ou à nier, en fait, les antagonismes de classe, tout simplement. Et donc, quand on fait ça, on arrive très rapidement à invisibiliser le mode de fonctionnement du capitalisme lui-même, et donc à ne plus jamais parler du capitalisme, et donc à nier en fait les causes réelles, drastiques, profondes et radicales de la crise environnementale. Et donc tout ça, ça nous fait déboucher sur un discours, sur une écologie qui est une écologie sans adversaire et sans contenu. Et ça se voit très bien, je reviens sur elle, je suis désolé, mais ça se voit très bien dans le discours de Marine Tondelier, par exemple. Quand elle est invitée, je me suis quand même forcé à regarder son intervention l'an dernier sur un plateau de l'UMA, ça s'appelait Saïra, qui est quand même une forme de master ou d'anti-masterclass, je sais pas comment le dire, mais c'est très parlant. Parce que vraiment, on se rend compte que pour elle, l'écologie, c'est rien d'autre qu'un slogan. On lui demande s'il faut dépasser le capitalisme. Elle dit si vous voulez, mais il faudra me dire ce qu'il faut mettre à la place. Elle est quand même la chef du projet écologiste en France. C'est quand même elle qui incarne ça. Et elle n'a pas d'avis. Elle n'a pas d'avis sur la question du capitalisme. Elle considère que c'est aux journalistes de lui dire. Le journaliste lui demande s'il faut changer de système. Elle s'énerve. Elle dit mais expliquez-moi, c'est quoi votre système? Le journaliste lui demande s'il faut être radical. Elle dit, elle dit qu'elle ne comprend pas ce mot radicalité, elle ne sait pas ce que c'est. Quand le journaliste lui parle des mutations anthropologiques nécessaires, elle dit que les questions sont complètement déconnectées des débats. Après, elle dit que de toute façon, les
les postures intellectuelles, donc elle ramène ça à des postures intellectuelles, les questions de doctrine, de fond, à des postures intellectuelles, et que de toute façon, tout ça, c'est du branlage de nouilles. Elle le dit plusieurs fois, c'est-à-dire que c'est pas un truc qui lui a échappé, c'est un élément de langage qu'elle a, je pense, théorisé, parce que ça fait sans doute populaire, et elle s'est dit, l'UMA, c'est bien, je vais faire populaire. Et ça fait du buzz. Et après, quand les journalistes essaient désespérément de lui arracher les mots de la bouche et de comprendre, de saisir quelle forme d'écologie, quel type d'écologie elle défend, elle dit, de toute façon, l'écologie, c'est l'écologie. Et moi, je défends une écologie sans adjectif. Donc vraiment, on arrive dans une forme de tautologie ou de référentiel vide où l'écologie est transformée, qui contribue à transformer la parole politique, à mon sens, en langue morte. Et donc, quand elle dit les postures intellectuelles, tout ça, c'est du branlage de nouilles. Elle propose quand même fondamentalement d'agir sans réfléchir. C'est quand même ça, du coup, sa ligne politique. Et donc, c'est ce qui contribue à faire de l'écologie quelque chose d'un peu vaporeux, voilà, qui flotte un petit peu sur la société, qu'on vient déverser par-ci, par-là, mais qui aujourd'hui manque singulièrement de contenu et de consistance. Et donc, ça, je peux continuer après, mais... Je pense que c'est le fait qu'il manque un deuxième micro pour peut-être être... Non. En fait, juste... Mon temps est imparti. Il va être... On m'entend là ? D'articuler avec l'enjeu local. Oui. Parce que la question de comment cette écologie du... non, mais ça va être l'occasion de... en fait, toute cette écologie du symbole qui a, vous le montrez dans le livre, complètement infusée dans le milieu politique. Enfin, au départ, on pouvait dire que ça aurait pu se cantonner à Greenpeace. Ça a complètement infusé cette déconnexion et cette écologie du symbole et de l'image. Ça a infusé complètement les institutions, la politique, pour qu'aucun changement concret ne soit obtenu. Et ça modèle, en fait, toute la manière d'exercer l'écologie politique. Et je pense que c'est ce que tu voulais ancrer dans le niveau local ce soir. Oui, alors on va se recentrer sur Quimper, ville intermédiaire dans la hiérarchie urbaine française. Ah oui, là ça tombe après. Comme préfecture du Finistère, elle a les attributs administratifs et politiques d'une métropole, à la fois un relais local du pouvoir central et exerçant son attractivité, ou tentant de le faire, sur une partie de la pointe bretonne. Les pouvoirs locaux successifs tendent à placer Quimper sur la carte de la mondialisation. On l'a vu en 2020 lors de l'implantation d'un entrepôt Amazon à Briec, ou plus récemment avec la construction d'une grande salle au coût exorbitant. Mais une fois passée la vitrine pour des publics occasionnels, Quimper est aussi une ville habitée au quotidien par des personnes subissant toute l'année les conséquences de ces aménagements. Ainsi, un des derniers projets est de déplacer une zone d'activité commerciale, actuellement en zone inondable, vers la périphérie rurale, 47 hectares, et d'implanter à la place des logements en partie sociaux. Donc, c'est un paradoxe. Comment perçois-tu ce type de paradoxe entre les ambitions d'une ville tournée vers l'extérieur et les nécessités quotidiennes de ses habitants ? Merci pour cette question. Je vais faire une introduction à ma réponse. L'écologie du spectacle, elle débouche sur ce que j'appelle une écologie bourgeoise, c'est-à-dire une écologie qui est faite par des bourgeois, pour des bourgeois et de manière bourgeoise. Je ne vais pas développer tous les aspects, mais l'écologie bourgeoise, elle a un répertoire et un agenda qui est assez bien déterminé. Le premier pilier, c'est cette espèce de conception pollueur-payeur. On va mettre des taxes régressives sur les consommations polluantes. C'était notamment la taxe carbone. C'était une idée de génie. C'était ce qui était défendu par Hulot et compagnie au Grenelle de l'environnement, où les gars se sont dit, c'est bien, on va faire payer les classes populaires pour le réchauffement climatique, c'est-à-dire pour les pots cassés par les classes dominantes.
Parce qu'en raison du mode de vie, les 10% les plus riches, c'est 13 fois plus que les 50% les plus pauvres en empreinte carbone dans ce pays. Donc c'est une taxe régressive et donc elle s'applique de manière indépendante des conditions de revenus et donc proportionnellement, elle pèse beaucoup plus lourd sur les ménages populaires. Et c'est ce qui a mis le feu aux poudres des Gilets jaunes, qui était le meilleur mouvement environnemental de cette décennie, voire de ce demi-siècle. Parce que c'est le seul mouvement qui a réussi à problématiser la question du partage de l'effort, c'est-à-dire par qui on commence pour fournir des efforts environnementaux. Donc il y a le principe pollueur-payeur, il y a les engagements volontaires, là, tout ce capitalisme vert complètement bidon, ça j'en ai déjà un peu parlé. Il y a le technosolutionnisme, hein, où on met en avant une évolution des modes de vie, des biens de consommation, sans se demander qui a accès, par exemple, à des voitures électriques. Les voitures électriques, en fait, du coup, elles ont un prix de vente qui ne correspond pas vraiment à leur coût de production pour une raison assez simple, c'est que les constructeurs, ils ont bien capté que ça s'intégrait au way of life, hein, au mode de vie prisé par les classes privilégiées. Et donc, on paie une valeur d'échange, en fait, qui est nettement supérieure au coût de production et à la valeur d'usage. Et donc ça, on a défendu ça pendant longtemps, quand on défend le tout électrique, les renouvelables, sans se demander qui avait accès et dans quelle manière, quels étaient les rapports de production qui étaient à l'origine de ces technologies décarbonées. On fait évidemment le jeu de la classe bourgeoise. C'est aussi l'éco-citoyenneté morale, où on ramène l'écologie aux éco-gestes, sans se demander, encore une fois, qui avait les moyens de pratiquer ces éco-gestes. L'empreinte carbone individuelle, d'ailleurs, ça a été quelque chose qui a été propulsé par la British Petroleum en 2004, hein, où ils se sont dit comment on va faire pour invisibiliser les structures et les responsabilités structurelles dans le changement climatique. On va culpabiliser les individus. Et aujourd'hui, vous allez regarder sur les sites d'Oxfam, la FNE, de Greenpeace compagnie, il y a des calculateurs d'empreinte carbone partout et de comment faire pour améliorer au quotidien votre empreinte et votre bilan carbone avec des petits gestes par-ci par-là. Et enfin, il y a l'écologie métropolitaine. Du coup, j'y viens. L'écologie métropolitaine. Et donc, ce qui s'est passé, faut revenir, parce que c'est intéressant. Ce qui s'est passé, c'est que parallèlement aux Gilets jaunes, il y avait ces marches pour le climat. Donc, les marches pour le climat qui étaient bien intégrées dans les métropoles, qui étaient bien intégrées à Paris. Ça se terminait place de la République, avec Cyril Dion qui nous gratifiait de sa production poétique, pendant que les Gilets jaunes, eux, se faisaient défoncer sur les Champs-Élysées et étaient considérés en quelque sorte comme des invasions barbares. Et nous, on a essayé, les bases militantes à Greenpeace et autres, on a quand même essayé d'œuvrer un rapprochement des deux mobilisations qui s'est mal passé, donc qui a eu lieu en 2019, l'automne 2019. Et là, la direction de Greenpeace a découvert que il y avait des violences policières, que il y avait des gaz lacrymogènes, qu'ils avaient le nez qui piquait, les yeux qui pleuraient un petit peu, et donc ils ont appelé unilatéralement à quitter la marche et à abandonner les classes dangereuses à leur sort légitime, c'est-à-dire les matraques de la police. Et donc ça a vraiment symbolisé le hiatus infranchissable entre des marches climat, bon enfant, plutôt investi par la bourgeoisie culturelle parisienne, qui est quand même soucieuse du devenir de sa chère progéniture, et les classes dangereuses, les gilets jaunes, qui défendaient en fait simplement le droit de vivre à peu près dignement et de joindre les deux bouts. Et derrière, grâce à Cyril Dion, tout ça a été remis sous cloche grâce à la magnifique convention citoyenne pour le climat. Mais toujours est-il que ces marches climat, en fait, ces mobilisations, elles ont apporté du carburant à des listes écolos aux élections municipales, qui leur a permis de gagner en fait un certain nombre de métropoles et de grandes villes, ou de gouverner avec les socialistes. Et en fait, ces marches pour le climat et ces listes écolos, elles étaient séduisantes, notamment pour la bourgeoisie de centre-ville, pour la bourgeoisie diplômée, qui est à la fois un petit peu, qui a des convictions de gauche, disons, et des intérêts de droite, qui est sensibilisée à la question environnementale, qui est friande quand même d'espaces verts, de dépollution autour de chez elle, éventuellement un tiers-lieu chic,
ou une petite ferme d'apprentissage là pour les jeunes enfants, tout ça. Et donc eux, ils ont fait un calcul, ces électeurs-là, qui était un calcul gagnant, qui était l'écologie en fait, cette écologie-là, en tout cas l'écologie dominante, elle est parfaitement soluble dans les dynamiques de métropolisation et elle est parfaitement, c'est un atout en fait dans la gentrification qui s'opère par les classes dominantes au niveau de l'espace urbain. Parce que quand vous avez une piste cyclable qui passe en bas de chez vous, un îlot de fraîcheur et ce genre de truc, évidemment, ça renchérit le prix et la valeur des actifs immobiliers que vous détenez. Et donc, cette écologie, en fait, elle est complètement soluble dans les dynamiques de métropolisation. Alors, la métropolisation, c'est pas juste, pour définir un peu ce terme, parce que je pense que c'est important, c'est vraiment un terme clé pour comprendre les dynamiques urbaines et notamment les enjeux de ces élections municipales. La métropolisation, c'est pas une urbanisation neutre ou naturelle. La métropolisation, ça correspond vraiment à l'expression, à l'extension en fait du capitalisme sur le territoire, à son expression géographique, à la manière dont il colonise l'espace urbain, par un phénomène de concentration au niveau de la métropole, de concentration des richesses, de concentration des fonctions politiques, des fonctions économiques, de concentration des élites. Et ça débouche inévitablement sur de la gentrification sociale et de la ségrégation urbaine, puisqu'on a le premier effet de tout ça, c'est évidemment un renchérissement des prix de l'immobilier, et donc on a des populations qui sont marginalisées, repoussées aux marges, etc. Sur le plan environnemental, c'est un désastre, parce que ça veut dire une intensification des flux de matières, des biens et des services qui viennent de loin. Ça veut dire un étalement périurbain qui est généré par une stratification résidentielle de plus en plus hétérogène, et ça veut dire aussi une valorisation permanente d'un mode de vie qui, en lui-même, exerce une pression insoutenable sur les milieux naturels. Ça veut dire aussi un affaiblissement des capacités d'action démocratique des citoyens, parce que c'est un mode d'urbanisation qui privilégie les grands projets d'infrastructures publiques-privées avec une tutelle du capital, et donc des dispositifs qui sont très opaques et qui sont très compliqués à contrôler pour la plèbe, j'ai envie de dire, pour les citoyens. Et ça finit par créer une espèce d'uniformisation commerciale et marchande des villes, et des villes qui sont de plus en plus saturées et qui sont dans lesquelles il y a de plus en plus de mal-être pour la majorité sociale. Et donc l'écologie, malheureusement, elle s'est, en tout cas si on fait le bilan des municipalités écolo, alors en plus avec les éléments de bilan que tu viens d'exposer, on s'aperçoit qu'en fait, les Verts, les exécutifs verts, ont joué ce jeu-là de la métropolisation à fond. Donc, c'est les politiques d'attractivité, c'est les politiques de rayonnement, d'événementialisation de la ville, de gentrification, de rénovation du cœur de ville, de la ville carte postale, etc. Et donc, les Verts ont complètement joué ce jeu-là. À Annecy, par exemple, il y a une municipalité verte. Elle s'est positionnée très favorablement, typiquement pour les JO 2030, parce que là, j'en parle parce qu'on est à la cérémonie d'ouverture là, des Jeux d'hiver en Italie. Annecy, municipalité verte, fait campagne activement avec tous les droitards là, du Sud-Ouest pour avoir les JO d'hiver en 2030, ce qui est quand même assez magnifique. Et voilà, et je regarde à Besançon parce que Besançon, je reviens peut-être à Quimper après, mais Besançon, c'est intéressant parce que Marie Tondelier, encore elle, on en a parlé ce matin sur France Info. Et alors, à Besançon, c'est quand même magnifique. Il y a un collectif qui s'appelle le Jardin des Bêtes qui défendent des jardins autogérés. C'est-à-dire qu'en ceinture proche de Besançon, il y a des terres maraîchères extrêmement fertiles, ancestrales, ou qui sont mis sous jardinage autogéré, avec des gens qui sont appropriés le territoire pour cultiver, qui cultivent du légume, qui font du troc avec, ça passe sous le manteau dans la banlieue, les barres d'immeubles qui sont à côté. Et donc la municipalité a décidé quoi? De virer tout le monde pour faire quoi? Des écoquartiers. Et donc pour bétonner tout ça, pour faire des écoquartiers avec des promoteurs immobiliers privés, évidemment, et du logement hors de prix. Ça, c'est la municipalité écolo qui fait ça, quand même.
et que Marine Tondelier a valorisé donc ce matin à la radio. Donc voilà, donc l'enjeu des municipales, à mon avis, il est majeur parce qu'il y a beaucoup de, déjà il y a beaucoup de leviers en fait quand même dans les mains des mairies. Là, l'enjeu, c'est à mon avis, de politiser en fait toutes les questions du quotidien. C'est vraiment la fenêtre propice pour faire ça. Et si on veut de la transformation sociale et résister aux attaques du néolibéralisme et du fascisme, on a besoin d'ancrages locaux et on a besoin de collectifs agissant à l'échelon local. Et donc l'élection municipale, c'est un moment où on peut créer de la puissance politique à partir de ces collectifs agissants. Et ça se passe, et ça veut dire réintroduire de la lutte des classes dans le débat municipal et proposer une politique de rupture très claire avec les dynamiques de métropolisation pour aller vers de la perspective enthousiasmante de collectivisation. Et donc de poser le débat de l'aménagement du territoire. La lutte des classes, elle passe très clairement, de manière très concrète au niveau municipal. C'est par exemple sur quels impôts locaux on joue. Est-ce qu'on joue sur la taxe foncière ou est-ce qu'on joue sur la taxe sur les résidences secondaires? Est-ce que on flèche le budget vers le CCAS ou est-ce on flèche le budget vers l'événement, l'attractivité ou la sécurité? Est-ce qu'on fait du logement social ou est-ce qu'on brade les terres à des promoteurs privés? Est-ce qu'on a des politiques répressives avec des arrêtés anti-regroupement ou est-ce qu'on a des mairies qui vont plutôt vers une citoyenneté municipale qui offre une certaine protection politique aux migrants, aux sans-papiers ou aux réfugiés? C'est quel type d'allocation agricole on défend? Est-ce qu'on dans les SAFER, les mairies, elles ont une voix dans les SAFER, donc dans les organismes qui répartissent les terrains agricoles. Elles ont aussi un PLU qui leur permettent de posséder en propre des terrains agricoles. Bon, bah, quel type d'agriculture elles défendent sur ces terrains-là? Est-ce que c'est l'agriculture industrielle? Est-ce que c'est l'agriculture paysanne, vivrière, maraîchère et bio? Est-ce que dans les services municipaux, notamment la filière scolaire, est-ce qu'il y a une tarification préférentielle, modulée, avec des formes de gratuité pour les ménages précaires, ou est-ce que tout le monde paye plein pot? Quelle politique d'accès aux services communaux? Voilà, tout ça, c'est de la lutte des classes en acte, qui se joue à la fois par le résultat des élections, donc qui dépendent des campagnes et de la campagne que vous menez, mais qui, même une fois les exécutifs en place, bon, bah, les mairies, sont pas non plus des tours d'ivoire isolées, c'est quand même des lieux qu'on peut investir, harceler, même si on n'est pas élu, par le truchement de différents groupements, associations, et on peut vraiment être sur leur dos pour leur demander de faire évoluer leur politique publique. Donc voilà, et ça permet, je pense, d'incarner ce que moi j'appelle, c'est une des diverses incarnations de ce que moi j'appelle l'écologie par le bas, et qui permettrait de donner un contenu empirique et concret, réel, au discours et à l'agenda environnemental. Et donc là, les politiques de métropolisation autour de Quimper, c'est un peu grotesque par ailleurs, parce que tu m'as dit Quimper, c'était 85 000 habitants, 65 000. Donc, normalement, je crois dans la définition de la métropole, c'est plutôt autour de 400 000 habitants sur les 21 métropoles françaises, un truc comme ça. Moi, ce qu'on appelle métropolisation, c'est le fait de s'étendre de plus en plus, d'avoir un domaine de captation des richesses. C'est aussi la hiérarchie des villes, depuis Paris jusqu'au moindre petit coin comme Quimper, qui est vraiment au bout de la pointe bretonne. Et là, je pense qu'on a bien reconnu dans ta description l'évolution de la ville de Quimper, qui est assez alarmante en fait, parce que en plus on sait que l'environnement breton est assez fragile, pas de nappe phréatique, des eaux de surface, donc qui va subir à la fois les inondations en cas de forte pluie causées par le dérèglement climatique en particulier, et puis en même temps la sécheresse l'été, parce qu'il n'y a pas de nappe phréatique qui se remplissent, donc ça va se vider aussi très vite si on a des fortes chaleurs. Et donc le tableau que tu dresses me semble très proche de ce que nous vivons.
Et d'ailleurs, les éléments de programme et les directions que tu as données sont bien dans la direction que nous comptons prendre et que nous prenons à Quimper. Voilà, donc je pense que tu as répondu à peu près aux autres questions que je voulais poser. Donc je pense que je vais repasser la parole à Valérie, peut-être pour un échange ensuite avec la salle. Moi, je précise juste qu'on voit que c'est des ramifications qui sont riches. Loin de moi l'envie de vous faire acheter des livres, mais tout ça est développé dans le frustration, tout ce qui est autour de la métropole, dans le dernier acte de frustration et dans le livre. Voilà, parce que sinon, c'est frustrant de ne pas pouvoir développer tout ça. Donc, c'est dans le livre. C'est vrai. C'était une bonne synthèse. Ouais. Non, c'était une très bonne synthèse. Et avant peut-être de conclure, moi, il y a un aspect sur lequel je voudrais revenir. On a parlé de métropolisation, tu l'avais dit, il y a aussi cet effet de gentrification qui est clairement là, ici, à Quimper, actuellement. Cette volonté d'amélioration du cadre de vie, enfin, tu l'as évoqué, fait monter inexorablement le prix des loyers de manière assez conséquente. Et dans le même temps, on a quand même une politique ici à Quimper qui est de chasser de plus en plus des populations précaires, des gens qu'on dit indésirables, dans le même temps qu'on a une politique de développement d'un pôle multimodal au niveau de la gare, qu'on raccroche au cœur de ville, qu'on vient un peu verdir avec des pistes cyclables le long des quais où on déplace la voiture. Donc tout ça, ça va dans le sens d'une écologie, comme tu le précisais, d'amélioration du cadre de vie. Et tout ça, c'est une vitrine qu'on vient donner. Voilà, la gare est de nouveau la porte d'entrée de la ville pour attirer de l'extérieur. Et par rapport au projet de la ZAC de Kerjaouane, j'y reviens rapidement, c'est quand même le principe d'attirer sur le territoire de nouvelles entreprises innovantes, de la tech, voilà. Sous couvert en plus de greenwashing, un peu on a protégé une partie qui est maintenue pour la protection de l'environnement. Mais au final, on a quand même une population aujourd'hui qui n'arrive plus à se loger en centre-ville, qui s'éloigne de plus en plus. Voilà. Donc pour nous, en tout cas, à l'Union pour Quimper solidaire et populaire, l'écologie, elle peut pas être indissociable de la justice sociale. Nous défendons une écologie du logement digne, comme l'a précisé. Enfin, c'est important et peu énergivore. Parce on l'a peu évoqué, mais finalement, les premiers impactés par les dégâts causés par ce système néolibéral destructeur, qui est finalement la manière capitaliste de produire aussi la ville, c'est les populations les plus précaires. Au niveau du logement, il y a grand à faire en termes notamment de rénovation thermique aussi de l'habitat, parce que et même si on est en Bretagne et que je pense qu'on est parmi ceux les plus protégés en termes de température, mais mine de rien, on l'a connu, les canicules l'été, c'est les personnes les plus précaires, les classes populaires qui sont les plus impactées, qui l'hiver payent des factures, enfin tu m'arrêtes si je vais trop loin, mais qui payent des factures d'énergie qui sont plus absorbables. Au-delà de ça, il y a aussi la question des transports. Donc c'est très bien, on enlève la voiture du centre-ville, pourquoi pas, et nous on y est aussi favorable, mais à un moment donné, il faut dans ce cas-là une politique, pas que du vélo, parce que déjà tout le monde ne peut pas forcément, mais de transport public gratuit aussi et accessible. L'idée, c'est de non pas exclure, mais de permettre à tous de vivre dignement cette politique. Et aussi une écologie de l'alimentation saine. On l'a peu évoqué, mais finalement, la question agricole et pourquoi on veut aussi de plus en plus, nous, aller vers ce qu'on appelle une ceinture alimentaire. Je sais pas, Luc le développera peut-être, mais c'est aussi d'avoir une alimentation dont on reprend la main. On n'a pas parlé des communs, mais l'idée aussi, c'est de reprendre tous ces communs qui nous appartiennent à tous, essayer de produire différemment et aussi pour améliorer notre santé, parce que finalement, ce qu'on consomme, en tout cas au niveau industriel, nous rend de plus en plus malades. On est dans une société qui nous rend malades. Bref, je vais essayer de pas être trop longue, mais globalement, c'est une écologie qui fait de la justice sociale une condition même de la transformation écologique. Voilà, et on va peut-être s'arrêter là parce qu'on va vous permettre surtout d'échanger avec nous et de vous donner la parole si vous en êtes d'accord. Ouais, là, on...